Nuit, secret et pouvoir, les révélations explosives de l'infirmière ukrainienne de Kadhafi sur ce qui se passait vraiment sous sa tente. Pendant 9 années cruciales, une femme se tint aux côtés de l'un des dirigeants les plus énigmatiques et redoutés du XXe siècle. Muammar Kadhafi, le guide autoproclamé de la Jamaïria libyenne, était un homme de secret, ne faisant apparemment confiance à presque personne. Pourtant, une infirmière ukrainienne, Galina Kolotnitskaya, semblait avoir gagné un accès privilégié à son monde intérieur, devenant une présence constante dans son entourage immédiat. Pendant des années, elle fut la gardienne silencieuse non seulement de sa santé, mais potentiellement de confidences inavouables. Le monde extérieur ne percevait que des bribes de la vie à l'intérieur du célèbre complexe fortifié de Bab al-Azizia ou de la tente bédouine emblématique qui accompagnait Kadhafi lors de ses déplacements internationaux. Galina Kolotnitskaya n'a jamais publiquement levé le voile sur les réalités de son quotidien auprès du dictateur. Cependant, après l'effondrement brutal du régime libyen en 2011, au milieu du chaos du printemps arabe, des fragments de vérité ont commencé à émerger, souvent contradictoires et chargés d'émotions. Peu après avoir fui la Libye en pleine guerre civile, une nouvelle stupéfiante ajouta une couche de mystère à son histoire. Galina attendait un enfant. Immédiatement, les spéculations allèrent bon train. Qui était le père de cet enfant né dans le tumulte de l'après-Kadhafi? Quel secret le guide libyen avait-il réussi à dissimuler pendant toutes ces années derrière sa façade excentrique et ses discours révolutionnaires? Et quel fut le destin de cette femme qui semblait en savoir tant, une fois que l'univers qu'elle avait connu eut implosé? Accrochez-vous, car les secrets longtemps enfouis de cette relation complexe commencent enfin à être dévoilés, offrant un aperçu rare de l'intimité du pouvoir et de ses conséquences humaines. Muammar Kadhafi a régné sur la Libye d'une main de fer pendant plus de 40 ans, de son coup d'État en 1969 jusqu'à sa chute et sa mort violente en 2011. Sa figure fut l'une des plus polarisantes de la scène mondiale, arabe et internationale. Connu pour son comportement excentrique, il cultivait une image publique unique, arborant souvent des robes richement colorées, des uniformes militaires chamarrés et des lunettes de soleil omniprésentes. Mais au-delà de son style vestimentaire, c'est sa manière de voyager qui frappait l'imagination. Qu'il se rende à Rome, Moscou, New York ou Paris, Kadhafi emportait avec lui une immense tente bédouine. Plus qu'un simple symbole de ses racines nomades, cette tente était une forteresse mobile, réputée par Bâle, conçue pour assurer sa sécurité tout en lui permettant d'honorer, selon lui, les traditions de ses ancêtres. Il insistait pour l'installer dans les jardins des palais présidentiels étrangers ou au cœur de grands parcs lors de ses visites officielles, préférant y dormir plutôt que dans les suites luxueuses mises à sa disposition. Un autre élément insolite de son entourage était sa garde rapprochée exclusivement féminine, surnommée les Amazones. Ces femmes, vêtues d'uniformes militaires et entraînées au combat, ne quittaient jamais le leader libyen. Kadhafi présentait cette garde comme une preuve de ses vues progressistes sur l'émancipation des femmes dans une société traditionnellement dominée par les hommes. Il affirmait vouloir leur donner du pouvoir et briser les stéréotypes. Cependant, derrière cette façade soigneusement construite, une réalité bien plus sombre était murmurée. Des sources au sein de son cercle intime ont plus tard suggéré que le rôle de ces femmes dépassait largement la simple protection. Dès les années 1970 et 1980, des rumeurs circulaient sur le traitement réservé aux femmes de son entourage. Journalistes et membres du personnel évoquaient à voix basse des rencontres troublantes et une atmosphère pesante. Après la chute du régime en 2011, ces murmures se sont transformés en témoignages accablants. Une psychologue libyenne, membre d'une équipe enquêtant sur les crimes commis pendant la guerre civile, a recueilli les récits de plusieurs anciennes Amazones. Selon elle, au moins 5 d'entre elles ont affirmé avoir été victimes d'abus sexuels de la part de Kadhafi et d'autres responsables militaires. Elles ont raconté avoir été enrôlées de force et maintenues dans leurs fonctions contre leur gré. La journaliste française Annick Cogent a publié un livre, Les proies, dans le harem de Kadhafi, basé sur ces récits et d'autres témoignages. L'histoire d'une femme nommée Soraya, affirmant avoir été séquestrée dès son adolescence et avoir subi des sévices pendant des années, est particulièrement glaçante. Elle suggère l'existence d'un système organisé d'exploitation,
impliquant des proches collaborateurs du guide, chargés de lui fournir de jeunes femmes. Ces récits dessinent une image radicalement opposée à celle du leader féministe autoproclamé, révélant un monde potentiel de contrôle absolu et de souffrance dissimulée derrière les fastes du pouvoir. Dans l'univers paranoïaque de Kadhafi, où la méfiance semblait être la règle, un groupe se distinguait par la confiance et la proximité qu'il lui accordait, ses infirmières personnelles. Ces femmes n'étaient pas de simples professionnels de santé, elles faisaient partie intégrante de son quotidien, sélectionnées avec soin et dépositaires d'une confiance quasi absolue. Un détail frappant caractérisait ce groupe, elles étaient toutes originaires d'Ukraine. Pour des raisons qui restent sujettes à interprétation, Kadhafi refusait catégoriquement d'être soigné par des infirmières libyennes. Certains avancent que c'était dû à la réputation d'excellence des écoles d'infirmières ukrainiennes. D'autres évoquent une possible méfiance envers ses propres compatriotes, même dans le domaine médical, ou peut-être une préférence personnelle plus profonde et inexpliquée. Quelle qu'en soit la raison, il s'assurait d'être constamment entouré de ces femmes slaves en blouse blanche. Kadhafi prenait sa santé très au sérieux, surtout avec l'âge. Ces infirmières ukrainiennes étaient chargées de surveiller en permanence sa tension artérielle, son pouls et son état général. Elles étaient les gardiennes de son bien-être physique. Cette proximité médicale créait un lien particulier. Il est d'ailleurs notable que sa propre épouse, Safia Farkash, était elle-même une ancienne infirmière. Leur rencontre avait eu lieu au tout début de son règne, en 1969, alors qu'il était hospitalisé pour une appendicite. Safia l'avait soigné, et leur relation avait débuté dans ce contexte médical avant de conduire au mariage peu de temps après. Ils restèrent mariés jusqu'à la fin et eurent 7 enfants biologiques ensemble. Cependant, il était de notoriété publique, ou du moins fortement soupçonné, que Kadhafi était un homme aux désirs intenses. Malgré son mariage et sa famille nombreuse, les rumeurs d'amantes, d'aventures secrètes et même d'enfants illégitimes ont toujours entouré sa vie privée, enveloppée d'un voile de mystère et de spéculation. Dans cette configuration, la présence constante d'infirmières ukrainiennes, souvent jeunes et décrites comme très belles, ne manquait pas d'alimenter les conjectures. Kadhafi les aurait sélectionnées personnellement, non seulement pour leurs compétences mais aussi pour leur apparence physique, marquant une préférence pour les femmes blondes, grandes et élégantes. Elle l'accompagnait fréquemment lors de ses visites internationales. Parmi elles, une allait devenir mondialement célèbre, bien malgré elle, Galina Kolotnitskaya. Son nom émergea sur la scène internationale suite à la publication massive de documents diplomatiques américains classifiés par Wikileaks en 2010. Dans un câble secret rédigé en 2009 par l'ambassadeur américain en Libye de l'époque, Jen Kretz, Kolotnitskaya était décrite comme une blonde voluptueuse, qui ne quittait jamais le chevet de Kadhafi. Le rapport affirmait qu'elle était la seule à connaître parfaitement sa routine quotidienne et révélait un incident significatif. Lors d'une escale au Portugal, le gouvernement libyen avait affrété un jet privé uniquement pour la faire venir auprès de lui. Ce niveau de dépendance suggérait une relation dépassant largement le cadre strictement professionnel. Galina avait commencé à travailler pour Kadhafi en 2001 et resta à ses côtés pendant près d'une décennie, une présence silencieuse mais essentielle, souvent visible mais rarement entendue. Qui était vraiment cette femme, et quel secret détenait-elle sur l'homme le plus puissant de Libye? Lorsque le régime de Kadhafi s'effondra dans le chaos de la guerre civile en 2011, Galina Kolotnitskaya disparut des radars. Elle réussit à être évacuée et retourna dans son Ukraine natale, loin du fracas de Tripoli. Mais la paix espérée ne fut pas au rendez-vous. Son arrivée déclencha une véritable tempête médiatique. Les journalistes assiégèrent son domicile dans la petite ville de Brovary, près de Kiev. Les caméras la suivaient à chacun de ses pas. Mais Galina resta muette. Pendant des semaines, elle refusa toute interview, toute déclaration. Le visage dissimulé derrière de larges lunettes noires, la tête souvent baissée, elle fuyait les reporters. Le monde attendait un mot, un commentaire, un indice sur la nature de sa relation avec Kadhafi ou sur les secrets du régime. Mais celle qui avait partagé le quotidien du dictateur pendant 9 ans choisit le silence le plus total. Ce mutisme ne fit qu'attiser la curiosité et les spéculations. Après tout,
Comme l'avait révélé le câble de Wikileaks, elle était plus proche de lui que quiconque. Elle connaissait ses habitudes les plus intimes, avait voyagé avec lui, vécu dans ses résidences sécurisées, partagé d'innombrables moments privés, loin des regards indiscrets. Que avait-elle vu? Que savait-elle? Le monde était avide d'entendre son histoire. Puis, un événement inattendu vint ajouter une nouvelle dimension dramatique à l'affaire. Peu après son retour en Ukraine, la nouvelle de sa grossesse se répandit. Les rumeurs explosèrent immédiatement. La question était sur toutes les lèvres, Muammar Kadhafi pouvait-il être le père? La proximité temporelle et la nature de leur relation rendaient l'hypothèse plausible, voire séduisante pour une presse avide de sensationnel. Face à cette nouvelle vague de spéculation, Galina refusa toujours de confirmer ou d'infirmer quoi que ce soit. Au lieu de cela, elle disparut à nouveau, cette fois en demandant l'asile politique en Norvège, affirmant ne plus se sentir en sécurité en Ukraine. Était-ce la pression médiatique insoutenable qui la poussait à fuir? Ou cherchait-elle à échapper à quelque chose, ou quelqu'un, de plus menaçant? Son silence obstiné et sa fuite ne firent qu'épaissir le mystère. Pourquoi cette peur de parler? Que avait-elle réellement vécu dans l'univers clos de Kadhafi, un monde fait de luxe apparent, de secrets omniprésents et d'une peur latente? Et surtout, que cachait-elle encore? Avant de devenir cette figure énigmatique scrutée par le monde entier, Galina Kolotnitskaya avait mené une vie somme toute ordinaire. Née en 1976, ou 1972 selon d'autres sources, à Brovary, une petite ville industrielle près de Kiev, elle suivit un parcours classique. Après avoir obtenu son diplôme d'infirmière dans une école médicale de Kiev, elle travailla dans une clinique locale. Elle épousa un électricien employé dans une usine voisine, et ils eurent une fille. Sa vie bascula une première fois en 1992 avec le décès prématuré de son mari. Veuve, elle se retrouva seule pour élever sa jeune fille dans le contexte économique difficile de l'Ukraine post-soviétique. Elle continua à travailler comme infirmière, mais les perspectives étaient limitées. Étonnamment, elle accepta ensuite un poste de cuisinière à la station de recherche ukrainienne Vernadsky en Antarctique, l'un des endroits les plus isolés de la planète. Ceux qui l'ont connue là-bas se souviennent d'une personne sérieuse, très attachée à l'hygiène et à la discipline. Sa vie prit un nouveau tournant décisif au début des années 2000. En 2001, cherchant de meilleures opportunités financières, Galina accepta un poste à l'étranger via une agence médicale spécialisée dans le placement à l'international. Sa destination, la Libye. À cette époque, la Libye de Kadhafi était devenue une destination attractive pour de nombreux professionnels de santé ukrainiens, attirés par des salaires nettement supérieurs à ceux pratiqués en Ukraine et une forte demande de personnel qualifié. On estimait qu'en 2011, environ 500 médecins et infirmiers ukrainiens travaillaient dans le pays. Galina commença par travailler dans un hôpital libyen ordinaire. Mais son séjour y fut de courte durée. Elle fut rapidement repérée et sélectionnée pour l'un des postes les plus convoités et les plus secrets du pays, faire partie de l'équipe médicale personnelle de Muammar Kadhafi. Comment cette sélection s'est-elle opérée exactement reste flou. A-t-elle été recommandée? Remarquée pour son professionnalisme? Ou son apparence a-t-elle joué un rôle, comme le suggéraient les rumeurs sur les préférences esthétiques de Kadhafi? Quoi qu'il en soit, elle devint la plus connue des 4, parfois 5 selon les sources, infirmières ukrainiennes attachées au service du guide. Sa présence discrète, son professionnalisme reconnu et son calme apparent la distinguaient. Elle n'était plus une simple infirmière, elle faisait désormais partie du cercle intime et privé de Kadhafi. Son parcours, d'une existence modeste à Brovary au cœur palpitant et secret de l'un des régimes les plus opaques du monde, était tout sauf ordinaire. Alors que Galina Kolotnitskaya s'enfermait dans le silence après son retour mouvementé, une autre infirmière ukrainienne ayant travaillé pour Kadhafi accepta de parler aux médias. Oksana Balinskaya offrit une perspective différente, bien que son expérience ait été moins longue et moins intime que celle de Galina. Contrairement à Kolotnitskaya, Oksana n'avait passé que quelques années à Tripoli et ne faisait pas partie du cercle le plus restreint autour du guide. Cependant,
elle avait eu l'opportunité rare d'observer le quotidien de Kadhafi et la vie à l'intérieur de son complexe ultra sécurisé. Dans des entretiens accordés à des journalistes ukrainiens, elle dépeignit Kadhafi sous des traits étonnamment positifs. Elle le décrivit comme un homme décent, respectueux de son personnel et attentif à leurs besoins. Elle raconta être arrivée en Libye presque par hasard, sans savoir initialement qu'elle travaillerait dans un hôpital exclusivement dédié au leader libyen et à sa famille. Oksana et d'autres infirmières ukrainiennes furent logées et travaillaient à proximité immédiate de la résidence privée de Kadhafi, un vaste complexe protégé par de hauts murs, des barbelés, des véhicules militaires et des gardes omniprésents. À l'intérieur, cependant, elle décrivit une vie relativement calme. Elle nota que, malgré ses nombreux enfants, 9 au total, y compris un fils adoptif, et petits-enfants, la plupart des membres de sa famille vivaient dans des appartements ordinaires en dehors du complexe principal. Oksana partagea un détail curieux, les membres du personnel proche de Kadhafi recevaient souvent des montres en or ornées de son portrait. Chaque 1er septembre, jour anniversaire de sa prise de pouvoir, il distribuait ces montres, souvent de fabrication italienne, en signe de reconnaissance. Certains employés de longue date en possédaient toute une collection. Porteur, cette montre était devenue une sorte de signe distinctif secret indiquant une proximité avec le guide. Elle révéla aussi que parmi le personnel médical, Kadhafi était affectueusement surnommé « Papa ». Ce terme, utilisé discrètement en RE, suggérait une relation mêlant respect et une forme d'affection, reflétant peut-être l'image de père protecteur et généreux que Kadhafi aimait projeter sur son entourage immédiat. Oksana évoqua également les voyages à l'étranger. Le personnel recevait de l'argent de poche pour le shopping, et Kadhafi se déplaçait avec au moins 2 avions supplémentaires, l'un pour son équipement et l'autre transportant ses véhicules personnels. Sa voiture préférée était une limousine américaine blindée, bien qu'il utilisât un véhicule tout-terrain pour ses déplacements dans le désert. Concernant ses habitudes personnelles, elle le décrivit comme peu exigeant en matière de nourriture, appréciant les pâtes et le couscous traditionnel au mouton ou au poisson. Après ces réunions, il aimait s'asseoir tranquillement à l'extérieur pour réfléchir. Quant aux rumeurs persistantes sur sa santé déclinante, Oksana les réfuta fermement. Elle assura que le cœur et la tension artérielle de Kadhafi étaient en parfait état pour son âge, qu'il effectuait des bilans de santé réguliers et prenait soin de lui. Bien entendu, le témoignage d'Oksana doit être replacé dans son contexte. Elle n'appartenait pas au cercle le plus intime et n'a peut-être vu que la surface d'une réalité plus complexe ou plus sombre. Néanmoins, son récit offre un aperçu rare et nuancé du quotidien à proximité de Kadhafi, un quotidien qui, selon elle, semblait étonnamment calme et routinier par moments. Lorsque les histoires sur la vie privée de Kadhafi commencèrent à proliférer après sa chute, les infirmières ukrainiennes se retrouvèrent au centre de la tempête médiatique. Alors qu'Oksana Balinskaya avait brossé un portrait respectueux, voire paternel, du leader, elle et ses collègues durent bientôt faire face à des accusations bien plus scandaleuses. Les tabloïds et certains médias internationaux spéculèrent ouvertement sur la nature des relations entre Kadhafi et les femmes de son entourage médical. On insinua que certaines de ces relations dépassaient largement le cadre professionnel. Les rumeurs s'intensifièrent lorsque la grossesse de Galina Kolotnitskaya fut révélée. Pour la presse à sensation, le lien semblait évident, était-elle plus qu'une simple infirmière? Son silence obstiné ne fit qu'alimenter le moulin à rumeurs. Cependant, ceux qui connaissaient Galina prirent sa défense. Sa fille, en particulier, s'adressa à la presse avec émotion et colère. « Ma mère, la maîtresse de Kadhafi. C'est absurde. Elle ne m'a jamais rien dit de tel. Elle m'a appelé aujourd'hui, choquée par ces rumeurs. Elle ne comprend pas d'où tout cela vient. Elle est hors d'elle, et moi aussi. » De l'extérieur, cette attention médiatique pouvait ressembler à une forme de célébrité involontaire. Mais pour les femmes concernées, cela s'apparentait davantage à du harcèlement. Même Oksana, plus ouverte avec les médias, exprima sa frustration face aux histoires inventées. Elle rejeta catégoriquement les rumeurs les plus scabreuses, notamment celles évoquant des fêtes débridées ou des comportements déplacés entre Kadhafi et ses infirmières.
Ces histoires sont de pures inventions, insista-t-elle. Oui, il était gentil et attentionné envers ses employés, mais rien de ce genre ne s'est jamais produit. Elle clarifia également une idée fausse répandue concernant la fameuse tente bédouine. Il ne vivait pas dans cette tente, expliqua-t-elle. Elle servait pour les réunions officielles et les cérémonies. Personne n'y restait. Nous, les infirmières, n'y avons certainement jamais vécu ni dormi. Les infirmières défendaient non seulement leur réputation personnelle, mais aussi la nature de leur engagement professionnel. Elles étaient venues en Libye pour travailler, pour saisir une opportunité économique meilleure que celle offerte dans leur pays d'origine. Pour la plupart d'entre elles, c'était là l'unique motivation. Mais dans les années qui suivirent la chute de Kadhafi, la frontière entre vérité et fiction devint de plus en plus floue. Celles qui parlaient voyaient leurs propos parfois déformés ou mis en doute, tandis que celles qui se taisaient, comme Galina, étaient accusées de dissimuler des secrets inavouables. Des années ont passé depuis la chute brutale de Muammar Kadhafi. Son monde intérieur, autrefois impénétrable, s'est effondré en quelques jours sous les caméras du monde entier. Pour certains, ce fut un acte de justice tant attendu. Pour d'autres, un choc et le début d'un chaos durable. Et pour les femmes qui avaient passé des années à ses côtés, ce fut une rupture profondément personnelle et traumatisante. Les infirmières ukrainiennes qui avaient veillé sur la santé de Kadhafi n'ont pas célébré sa fin. Au contraire. Selon des proches, elles furent dévastées en découvrant les images insoutenables de ses derniers moments. L'homme qu'elles avaient surnommé « Papa », celui qui leur offrait des montres en or et s'enquérait de leur bien-être, avait disparu de manière si brutale et humiliante. Malgré toutes les rumeurs et la pression médiatique, elles restèrent remarquablement loyales dans leur silence public à son sujet. Elles partageaient parfois des souvenirs de leur routine, des conversations, des voyages, mais jamais les détails sombres ou scabreux que le monde semblait attendre. Pour Galina Kolotnitskaya, l'infirmière qui fut sans doute la plus proche de Kadhafi, l'histoire a finalement pris une tournure plus paisible, loin des projecteurs. Après avoir quitté l'Ukraine pour la Norvège, elle y a refait sa vie. Elle aurait épousé un homme d'affaires d'origine turque, prenant son nom de famille pour devenir Galina Thompson. C'est en Norvège qu'elle a donné naissance à son fils, prénommé Nicolas. Sur les réseaux sociaux, sous des pseudonymes comme Galia Kolo, elle a parfois partagé des bribes de sa nouvelle existence, notamment des photos de son fils. Une légende sous l'une d'elles disait simplement « Mon fils est ma joie et ma vie ». Fait notable, les photos de l'enfant ne montrent aucune ressemblance physique apparente avec Muammar Kadhafi. Les rumeurs explosives qui avaient entouré sa naissance, celles d'une liaison secrète et d'une paternité cachée, semblent aujourd'hui appartenir davantage au domaine de la fiction médiatique qu'à la réalité. L'histoire vraie, semble-t-il, était bien moins sensationnelle que ce que beaucoup avaient voulu croire. Que retenir de cette histoire complexe et souvent insaisissable ? Peut-être que la réalité est souvent plus nuancée et moins spectaculaire que les récits qui l'entourent, surtout lorsqu'il s'agit de figures de pouvoir aussi controversées que Muammar Kadhafi. Les gens voient souvent ce qu'ils veulent voir, projettent leurs fantasmes ou leur haine sur des personnages nimbés de secrets. Pourtant, derrière les rumeurs, les théories du complot et les manchettes sensationnalistes, se trouvent des vies humaines réelles, celles des infirmières ukrainiennes comme Galina ou Oksana, prises dans l'engrenage d'un régime autocratique. Leurs histoires sont faites de choix professionnels motivés par des besoins économiques, de rencontres extraordinaires, de loyauté complexe, de silence nécessaire et de traumatismes probables. Galina Kolotnitskaya garde-t-elle encore des secrets sur Kadhafi ? N'était-elle qu'une infirmière dévouée, ou a-t-elle été témoin, voire partie prenante, d'événements que le monde ne peut qu'imaginer ? Son silence persistant laisse la porte ouverte à toutes les interprétations. Mais peut-être que la vérité la plus profonde réside dans la complexité même de sa situation, une femme ordinaire projetée dans un monde extraordinaire, dont elle a réussi à s'échapper pour reconstruire une vie normale, emportant avec elle des souvenirs et des connaissances qui resteront probablement à jamais les siens. L'énigme Galina Kolotnitskaya demeure, symbole des vies silencieuses et souvent mal comprises qui gravitent dans l'orbite du pouvoir absolu. C'est tout pour aujourd'hui. Laissez vos commentaires en bas, ne manquez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci et à la prochaine.